qui ne veut pas laisser s'échapper la victoire d'étape là-bas avec Alex Zoulet. Une nette cassure là en tout cas. Laurent Brochard durcit la course, le coéquipier de Richard Virenque. Quelle belle course d'équipe des Festina. Et Laurent Brochard qui était resté un petit peu sur la réserve tout à l'heure quand toute l'équipe Festina roulait. Et maintenant elle peut libérer sa pleine puissance. Dufaux est là aussi en attente. Brochard, Dufaux, Virenque, c'est le trio magique des Festina. Mais il y a un trio télécom là aussi. Et pour l'instant, Björn-Norris suit bien. L'essentiel pour lui, c'est de suivre et de ne pas perdre du temps sur Berzin qui est là également. Sur Olano, sur Rominger. Jean-Paul Olivier, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des coureurs attardés qui sont importants au classement général. Sans pas de coureurs importants, beaucoup d'équipiers d'Indurain ont été lâchés. Il y a 6 ou 7 hommes donc à l'arrière maintenant et nous remontons donc vers le peloton principal. Et pour l'instant, donc il n'y a pas de coureur important placé au classement général qui est suivi de défaillance ou qui est rétrogradé. Mais il se trouve que derrière ce peloton principal, eh bien, les hommes sont littéralement éparpillés et il y a un petit peloton qui s'est regroupé d'une quarantaine d'hommes. Voilà, c'est maintenant Miguel Indurain en personne qui emmène avec, on voit la Berzin dans la roue du maillot jaune. Zoulet risque d'être repris assez vite. Indurain durcit la course, mais cela suffira-t-il à éprouver complètement Björn-Norris? Indurain en tout cas fait preuve de beaucoup de panache là. Il prend la course à son compte. Oui, mais Patrick, je trouve qu'il a perdu ses équipiers très tôt. Hein. C'est un handicap pour lui. Il est obligé d'assurer lui-même le train. C'est quand même c'est un bon train. Hein. C'est peut-être pas du très grand Indurain, mais c'est du bon Indurain. Hein. On a connu une époque quand même où une accélération comme ça d'Indurain en tête de peloton. Alors que Dufaux va peut-être tenter de contrer là, dès que Zoulet sera repris. Non, il se rassied. Indurain, je le disais il y a quelques années, lorsqu'il accélérait comme ça en tête du peloton, alors que nous sommes à 10 km de l'arrivée, mais quel 10 km? Eh bien auparavant, ça sautait derrière, si je puis dire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tout le monde suit sans trop de problèmes parmi les grands leaders. Et ça Zoulet s'allonge absorbé quand même et lâché. Ouais, Zoulet, bien joué, mais c'est raté. Jean-René. Oui, Patrick, Alex Zoulet repris, décroché le train donc de ce groupe qui ne comprend plus que 16 coureurs, le train assuré par Miguel Indurain. Alors je vais rapidement vous donner les noms des coureurs que je vois dans ce groupe, hors ceux qui sont premier rang. Donc Miguel Indurain, Richard Virenque, Yann Ullrich, Laurent Dufaux, il y a la Piotr Rominger est lâché, Rominger est lâché. Régis Forestier, s'il vous plaît, merci. Voilà, Rominger, voilà la première grosse information du jour. Rominger est déjà en difficulté. Jean-René, on continue la description du groupe de tête. Oui, Rominger a été effectivement décroché, tout comme Laurent Madouas. Ils ont été tous les deux décrochés de ce groupe. Je continue l'énumération. Il y a la Fernandez-Ginès, il y a Hamburger, il y a Brochard, il y a Luttenberger, il y a Escartine, il y a Virenque, il y a Ugromov, il y a Björn-Norris, il y a Richard Virenque, il y a Luc Leblanc, Miguel Indurain et Yann Ullrich. Voilà donc la composition de ce groupe et bien sûr Evgeny Berzin. Voilà donc la composition de ce groupe, Patrick. Alors que Fernandez Ginès s'est laissé décrocher pour attendre Tony Rominger et que Laurent Madouas était en difficulté également. C'est un équipier de Björn-Norris là qui mène le train. Björn-Norris très décontracté, qui a jeté un petit coup d'œil sur la droite pour mesurer l'étendue des dégâts. Ils ne sont plus très nombreux. Alors il va y avoir des contres maintenant. Voilà le contre qu'on attendait. C'est devant. Régis. Avec maintenant une accélération, c'est Dufaux. Dufaux qui maintenant tergiverse un peu. Et toujours les équipiers de Björn-Norris. Björn-Norris en deuxième position. Jean-Paul à l'arrière. Oui, maintenant Rominger se retrouve tout seul à l'arrière. Ah, il est nettement lâché. Il a une centaine de mètres de retard donc sur le peloton principal. Madouas c'est beaucoup plus loin. Et oui, Madouas et Rominger, les deux premières victimes, donc alors que c'est toujours Ullrich pour Björn-Norris en deuxième position qui mène le train. Alors la position est bien sûr idéale maintenant pour les autres pour contre-attaquer. Il y a eu la première attaque de Alex Zoulet, l'accélération très forte de Laurent Brochard. Et là c'est Ullrich qui mène le train pour son leader Björn-Norris. Si les équipiers, alors que Berzin est là en dernière position ou en avant-dernière position,
juste Patrick Jonca derrière lui. Si les adversaires de Bjarne Riis ne parviennent pas à attaquer maintenant, c'est très inquiétant pour eux. Mais ont-ils les jambes pour le faire? Réponse dans les minutes qui viennent. Ouais, l'arrivée est encore loin en montagne, 2-3 km. C'est quelquefois très très long, mais en tout cas pour l'instant, eh bien c'est Riis et Telecom qui mènent la course. Ce sont eux qui ont la course en main pour le moment. Hein. Et il y a eu une accélération d'Indurain tout à l'heure. On a l'impression que maintenant Indurain est content, satisfait de suivre le train imprimé par Ullrich. Est-ce que Riis ne brûle pas trop tôt sa cartouche Ullrich? C'est la question qu'on peut se poser en effet. On peut se le demander. Il n'a pas beaucoup d'intérêt, à moins qu'il se sente très fort. Hein. Il n'a pas beaucoup d'intérêt, lui, à durcir la course. Il faut assurer simplement un train. En troisième position, Indurain, ensuite Dufaux, ensuite Virang, vous l'avez vu. On dit que la meilleure défense est l'attaque. Et ici, la meilleure défense, eh bien, ça consiste à rouler vite pour empêcher les attaques, pour fatiguer l'adversaire, mais plus le fatiguer moralement, mentalement que physiquement finalement. Hein. Il faut rouler un bon train, surtout ne pas donner l'occasion à l'adversaire de pouvoir attaquer. Oh, que fait Riis? Riis s'est écarté. Pourquoi s'est-il écarté? Bjarne Riis s'est écarté, il n'a pas suivi Ullrich, il se rassied. Et on Ullrich assiste n'a rien vu. Oh là là. Et Ullrich qui n'a rien vu. Étonnant ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a choisi de se remettre au marquage de Leblanc, ce qui serait une sérénité absolument ahurissante? Là, attention, parce qu'Ullrich va être obligé de ralentir là lorsqu'il va voir son leader à l'arrière, et il pourrait bien y avoir des attaques à ce moment-là. Alors là, je crois que finalement, si ce n'est pas une défaillance, alors c'est extraordinaire. Ils encadrent ce groupe, mais c'est quand même surprenant l'attitude de Riis qui s'est complètement presque arrêté sur la droite là pour aller se mettre derrière Leblanc, exactement dans la position qu'il avait tout à l'heure. On va savoir dans les minutes qui viennent si c'était une petite défaillance. Ce ne semble pas être le cas. Non, parce qu'il remonte un peu maintenant. J'ai eu peur pendant un moment que ce soit un incident mécanique. Il a eu besoin de la voiture de son directeur sportif, mais il n'a pas levé le bras. Alors s'il l'a fait vraiment, s'il est allé se remettre dans la roue de Leblanc, là comme ça, il fait vraiment ce qu'il veut où il veut. Là c'est vraiment impressionnant. C'est trop gros pour être vrai, semble-t-il. Jean-Paul. Dans les dernières positions du groupe maillot jaune, on retrouve Berzin, Brochard et Olano. On n'est pas très loin non plus, dans les toutes dernières positions. Alors dans ce groupe, je vous rappelle qu'il y a Jonker, vous voyez en dernière position, Ougroumov, Berzin, Olano, Luttenberger, Escartine, Brochard, Leblanc, Piepoli, Riis, Virang, Dufaux, Indurain, Ullrich. Regardez Riis qui remonte, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Et c'est lui qui attaque. Il était redescendu comme pour regarder un peu ses adversaires et les jauger. Et là il est remonté avec une facilité extrême. Et il a pris le relais d'Ullrich. C'est inouï ce qu'il vient de faire. Je suis un peu surpris là. Et maintenant il s'arrête. Il ralentit. Quel bluff, quelle partie de bluff, c'est du poker. On ne comprend pas très bien où il veut en venir. Et ses adversaires non plus, hein, dans un sens, il est en train de brouiller les cartes là parce que ses adversaires ne comprennent pas très bien ce que veut faire Bjarne Riis. Quel numéro il est en train de faire, Riis? Il s'est laissé décrocher en 8e position. Il a regardé tout le monde comme pour les jauger et ensuite il est remonté et il a accéléré et là il redescend, il regarde tout le monde. Il tourne autour de ses adversaires. Jean-René. Oui, Patrick, moi j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, mais nous l'avons vu, il était 10 mètres derrière nous. Ça accélère. Que Bjarne Riis est allé regarder comment étaient Olano et Berzin, qui sont ces deux rivaux les plus dangereux potentiellement, en fonction bien évidemment du contre-la-montre de Bordeaux-Saint-Émilion. Et j'ai l'impression que Bjarne Riis s'est mis sur la droite et il est allé se mettre juste devant Olano et Berzin. Nisha Choji les a regardés. C'est incroyable. Car il sait que c'est sur eux qu'il faut Berzin en difficulté, Berzin lâché à l'arrière. On disait tout à l'heure que Berzin et Indurain pouvaient être les grands perdants de cette étape. Berzin et Rominger, que dis-je, Berzin, Rominger, Olano est en difficulté aujourd'hui. Les 2e, 3e et 4e du classement général sont en difficulté. Et Riis semble se promener. C'est inouï ce qu'il fait, Bernard. Vous comprenez ce qu'il fait? Il est si fort que ça. Ben, oui, enfin, je suis un peu surpris parce que là, on a l'impression qu'il est vraiment très fort. Et il va repartir. Il recommence. Mais c'est incroyable. Richard Virang va partir à son... Leblanc aussi dans sa roue va partir à sa poursuite. Alors ça, c'est... Indurain ne peut pas suivre. Il est en train d'éliminer Olano, d'éliminer Berzin, d'éliminer Rominger, d'éliminer Ullrich, d'éliminer Indurain. Il élimine tout le monde.
regardez, Indurain en difficulté. C'est du grand Björn-Riis. Jamais Miguel Indurain, dans ses 5 victoires, n'avait fait un tel numéro. Jamais un coureur nous a fait un tel numéro depuis Bernard Hinault, je crois, Bernard Thévenet. Ah oui, je pense. Hein. Oh, c'est vraiment extraordinaire. On a beaucoup de peine à savoir exactement ce que pense Riis. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il disait qu'il était le plus fort. Ça a choqué quelques téléspectateurs et quelques suiveurs. Mais ça choque pas parce que c'est simplement le réalisme au pays nordique, si je puis dire. Et là, il est là avec simplement Leblanc, Dufaux et Virang, semble-t-il, dans sa roue, qui vont réaliser une immense opération également. S'ils parviennent à suivre Björn-Riis, ils peuvent se retrouver sur le podium à Paris. Si cette opération va au bout, si Björn-Riis emmène avec lui Richard Virang, il les a lâchés au train. Les lâcher, il part tout seul. Regardez-le, il accélère encore. Voilà, c'est vraiment fantastique parce que... Vous pouvez dire fantastique, allez-y, lâchez les superlatifs. Alors là, vous avez tous les droits. Je ne peux pas les dire. Mais je vous dis vraiment une chose. Oui. Hein, j'aurais aimé pouvoir grimper comme ça de temps en temps. Non, parce que ce qui se passe sur le tour aujourd'hui... C'est fantastique. Faire le tour de ses adversaires, les regarder, les jauger et après se dire, bon, bah, tiens, finalement, ils sont pas bien, je vais pouvoir leur en mettre un coup. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que peuvent réussir quelques grands champions, quelquefois dans leur vie. C'est inouï. C'est inouï ce que réalise Riis. L'image qui me reste vraiment, qui est inouïe, c'est l'image de Björn-Riis qui est redescendu à la hauteur de Leblanc en 7e position. On s'est tout de suite interrogé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe de la première à la 7e position, il a regardé tout le monde et ensuite il a décidé d'y aller quand il a voulu et comme il a voulu. C'est absolument exceptionnel ce qu'a réalisé alors que Indurain fait partie des battus. Indurain, Olano, Berzin, Rominger, ils sont tous battus par un grand champion, un immense champion. Alors si seulement derrière Richard Virang et Luc Leblanc avec l'aide de Dufaux pouvaient, comme ils le font ici là, essayer de limiter les dégâts. Voilà Richard Virang qui tente d'accélérer. Il y a aussi Piepoli alors qu'Indurain compte déjà 30 secondes de retard. Voilà Luc Leblanc accélère avec Dufaux dans sa roue. Est-ce que Richard Virang va pouvoir suivre? Luc Leblanc accélère formidablement. Richard Virang suit-il? La caméra devrait se retourner. Oui, il est là. On peut avoir assisté maintenant à une grande et belle opération pour le podium à Paris. Mais Richard Virang me semble un petit peu en difficulté dans cette partie très montante. Et il a besoin de s'hydrater. Piepoli réclame la bouteille. Richard va-t-il pouvoir relancer pour suivre Luc Leblanc? Luc Leblanc qui place une nouvelle accélération comme il le fit lorsqu'il est allé chercher sa victoire d'étape. Piepoli, lui, a, semble-t-il, la force d'aller chercher le Français. Mais tout au bout là-bas, il y a l'homme qui assomme le Tour de France aujourd'hui, c'est Björn-Riis. Voilà Richard Virang qui est revenu dans la route de ses 3 compagnons d'échappée. Il sera intéressant de voir l'écart à l'arrivée car Virang, je vous le rappelle, n'était qu'à 3 minutes de ses adversaires principaux. Richard qui relance là dans la roue de Piepoli. Des dégâts à l'arrière, Jean-Paul Olivier. Oui, effectivement, mais je faisais un pointage sur Miguel Indurain. Il est toujours à 30 secondes. Il a légèrement repris, mais il est toujours à 30 secondes donc de Björn-Riis, dernier pointage. Miguel Indurain qui fait un gros effort là, mais les perdants, ce sont les autres. Hein. Ce sont Olano, Berzin et Rominger surtout, qui ont eu du mal à suivre tout ça. Et avec Brochard comme chien de garde et Ulrich également, eh bien il semble que Indurain soit en train de limiter un peu les dégâts. Mais l'ascension est encore longue. L'ascension est encore très longue. En tout cas, il y en a un aussi qui va faire une bonne opération, c'est Ulrich. S'il réussit à rester avec Indurain, que Indurain réussit lui aussi à maintenir son retard. Ah non, il y a Olano ici aussi. Hein. Olano fait également une bonne opération. Olano qui reste avec le groupe Indurain. Il y a Brochard aussi qui fait une excellente course. 45 secondes d'écart déjà. Mais je vous rappelle qu'en quelques kilomètres, il peut y avoir beaucoup de dégâts encore. Voilà Björn-Riis, l'homme qui nous impressionne tous aujourd'hui, l'homme qui est en train d'assommer le Tour de France. Des dégâts nouveaux à l'arrière, Jean-Paul Olivier. Et 47 secondes exactement, je suis avec le groupe Indurain Olano. Et derrière, eh bien, beaucoup plus loin, à 55 secondes, 1 minute 07 secondes. 1,07 pour Berzin maintenant. Berzin qui perd 1 minute 05, alors que là on souffre aussi beaucoup avec Leonardo Piepoli, le grimpeur de la Ceramiche Refine, j'y arrive,
Dufaux qui souffre beaucoup. Cette ascension est terrible parce qu'elle est brève, mais elle est très très pentue. Et surtout, elle intervient après de longs kilomètres avec des grands développements. Voilà l'écart avec l'hélicoptère. Tout en haut de votre écran, là, vous voyez, oui, là, en haut de votre écran, vous voyez Bjarne Riis à un tiers sur la droite de votre écran. Voilà, là, il vient de disparaître. Et derrière, voici ses poursuivants avec Richard Virenque là qui relance. Piepoli en deuxième position. Richard qui semble s'être refait une petite santé. Jean-René. Oui, nous venons d'effectuer, nous sommes juste entre Bjarne Riis là qui s'est remis en danseuse au milieu de la route, qui vient de relancer. Nous sommes juste entre Bjarne Riis et le groupe de Richard Virenque, de Luc Leblanc. Dufaux est lâché. Il y a 18 secondes alors que Laurent Dufaux vient d'être récroché. Il ne reste plus que 3 hommes en poursuite. Il revient. En poursuite derrière Bjarne Riis. Patrick, oui. Indurain est lâché du groupe Olano. Il se trouve maintenant à quelques mètres du groupe Olano. Il est lâché, il souffre. Il a une pédalée particulièrement heurtée. Je ne l'ai jamais vu avec cette pédalée. Il souffre terriblement. Il fait presque du surplace. Voilà, on le voit ici sur l'image. Voilà, Indurain. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Immense défaillance de Miguel Indurain. Alors qu'il y a des milliers de supporters espagnols ici. Indurain, le même phénomène que dans l'ascension des Alpes, la première ascension vers les Arcs. Indurain perd le tour. Indurain est en train de perdre le tour alors que nous sommes à 5 km de l'arrivée. 5 km de l'arrivée pour Bjarne Riis. Patrick, oui. Eh bien, Tony Rominger revient sur Miguel Indurain et va probablement le lâcher. Il n'est qu'à quelques mètres, à 20 mètres environ de Miguel Indurain et il va sans doute le passer dans quelques instants. Elle était terrible cette image de Miguel Indurain, 5 fois consécutivement vainqueur alors que les 4 hommes passent aussi à 5 km. Voici Tony Rominger, 22 secondes de retard pour les hommes intercalés, les 4 derrière Bjarne Riis. Indurain complètement planté comme on dit sur la route. Quelle est dure cette image. Indurain qui a tellement eu l'habitude de gagner et là qui aujourd'hui apprend à perdre et qui est déposé par Tony Rominger. Oh là. Ça pourrait être une image fantastique des tours passés. Indurain en train de rattraper Indurain et de le lâcher, mais les deux hommes sont maintenant, on va dire, pas hors course parce que c'est un mot dur, mais par rapport à Bjarne Riis, ils sont très très loin. Alors que Rominger est en train de jouer là une place sur le podium parce qu'il tente de revenir là-bas pour 1 minute 10 pour Rominger. Alors que Rominger veut absolument empêcher un garçon comme Virenque de prendre trop d'avance. Car Rominger joue contre Virenque. Une place sur le podium à Paris. On parle de place sur le podium à Paris car on a du mal à parler de la victoire maintenant. Comment pourrait-elle échapper à un garçon comme Bjarne Riis? Je le répète, on la verra 10 fois, 100 fois cette image de Bjarne Riis qui redescend le groupe tout à l'heure pour regarder tout le monde et qui ensuite place son attaque quand il l'a voulu et comme il l'a voulu. Ils sont 4 contre Riis. Oh là là, que c'est dur de voir Miguel Indurain ainsi. Jean-René. Oui Patrick, je viens d'effectuer un pointage alors que Bjarne Riis est très exactement à 4 km de l'arrivée. 4 km 500 de l'arrivée et nous allons aller à côté de Walter Godefrodt qui vient de monter près de Bjarne Riis. 24 secondes, 4 km 500 de l'arrivée. Walter Godefrodt, est-ce que Bjarne Riis est en train selon vous de gagner le Tour de France? Mais on va voir. C'est quand même un peu émotionnel maintenant. On va voir que les autres, je crois, pour l'instant, il ne revient pas. Alors, il prend quand même une bonne option pour gagner le Tour. Hein. Ouais, c'est une immense émotion. On le voit d'ailleurs à votre voix, à votre visage, Walter. Voilà, vous l'avez entendu, énorme émotion de Walter Godefrodt. Nous passons sous la banderole 4 km. Bjarne Riis qui est très fatigué, tout comme ses rivaux, mais qui relance, qui se remet en danseuse là juste devant nous, qui se place sur la droite de la route et qui relance. Il vient de s'asseoir de nouveau sur son vélo. Derrière lui donc Walter Godefrodt et moins de 4 km de l'arrivée. Le point à 4 km de l'arrivée. Le groupe Virenque, Dufaux, Leblanc, Piepoli est à 20 secondes. Derrière Olano à 1 minute, Rominger à 1,15, Indurain à 1,18, Berzin à 1,40. Donc pour l'instant, Virenque est en train de reprendre 1 minute 20 à Berzin. 1 minute 20 à Berzin, ça lui suffit presque
pour aller chercher une place bien meilleure sur les Champs-Élysées, enfin avant le contre-la-montre bien sûr, et c'est pour ça que Richard Virenque choisit d'accélérer encore, car il a un excellent coup à jouer au classement général. On a vu Roussel remonter vers lui et dire à Dufaux et à Virenque qu'il faut tout donner maintenant, tant pis pour la victoire d'étape. Leblanc est dans la roue parce qu'il joue lui la victoire d'étape si d'aventure il revenait sur Bjarne-Riis, mais c'est le classement général qui se joue. Il ne faut pas laisser revenir Rominger, alors que une nouvelle fois Virenque demande à Leblanc de passer. Cette fois-ci Leblanc va accepter et je ne vois pas pourquoi il n'accepterait pas. Il a aussi un très bon coup à jouer. Voilà, Luc Leblanc va passer. Luc Leblanc va passer, ils ont un très bon coup à jouer pour le classement général. C'est parti. Oui, Luc Leblanc bon, il passe, c'est très bien, mais le principal intéressé, c'est quand même Richard Virenque qui en plus bénéficie d'un équipier. Quelquefois, on a pu dire de Leblanc qu'il aurait pu collaborer un petit peu plus, mais bien aujourd'hui, je pense que c'est bien. Leblanc n'a pas tellement à collaborer puisqu'il se retrouve en état d'infériorité numérique et surtout que Richard Virenque et Dufaux ont intérêt à faire le maximum pour reprendre le plus de terrain possible et pour essayer d'avoir une place sur le podium. Je pense que Richard, demain soir, aura une place sur le podium. Est-ce qu'il la conservera après le contre-la-montre de Saint-Émilion? C'est autre chose. Jean-Paul. Eh bien, je suis en compagnie d'Indurain ici, qui est maintenant à 1 minute 30 et qui n'arrive plus à mettre du gros braquet, qui mouline littéralement et qui a du mal à passer et qui vient faire signe à son directeur sportif Unzoué qui ne pouvait véritablement pas aller plus vite. Il a tout deviné de la tête. Les nouvelles positions à 4 km de l'arrivée. Donc l'homme de tête derrière, on retrouve les 4 à 25 secondes. Olano est à 1,03. Rominger à 1,10. Il est en train de réduire l'écart. Il faut accélérer du côté de Virenque. 1,45 pour Indurain, 1,57 pour Berzin. Mais les écarts seront beaucoup plus importants au sommet. Elle se fait mal ici, Bjarne-Riis. Vous me direz, c'est quand même extraordinaire qu'un coureur puisse remporter une étape du Tour au Takam sans se faire mal. On a l'impression que Riis est en train de puiser dans ses réserves. Rominger, regardez Rominger qui revient sur le groupe qu'on va appeler groupe Olano. Rominger qui va retrouver un équipier qui finit bien cette ascension beaucoup mieux qu'il ne l'avait commencé. Oui, on peut en déduire que le peloton est arrivé vraiment très vite au pied, qu'on a monté très vite et que Rominger en vieux briscard, en vieux renard, a préféré en garder un petit peu, ne pas se mettre vraiment à fond dès le début pour pouvoir faire un meilleur final. C'est ce qu'il fait. Et une nouvelle attaque de Luc Leblanc. Non, il a failli. Ah, je pense que c'est parce qu'il y avait des spectateurs qui l'ont empêché de passer. Alors ça, Virenque ne va pas être content. Ça va entretenir un peu la polémique. Luc Leblanc disait l'autre jour que c'était une invention de journaliste. J'ai trouvé ça très drôle parce que je les avais vus quelques minutes avant s'expliquer discrètement. Je peux vous dire que ça rigolait pas et que Richard Virenque lui nous dit que c'est pas du tout une invention de journaliste leur opposition. Il n'y a rien de grave, c'est une petite polémique, mais je peux vous dire qu'elle existe bien quand même. C'est vrai que les deux hommes jouent sur le même registre, on les voit toujours ensemble dans les moments difficiles et ils ont deux objectifs qui sont très différents. Richard Virenque vise le maillot du meilleur grimpeur avec une place sur le podium à Paris, alors que pour Leblanc, eh bien, il ne peut pratiquement plus que viser une victoire d'étape. Alors évidemment, les deux hommes ayant des objectifs différents. Ah, il commence à grimacer, Bjarne-Riis, je l'ai vu appeler sa voiture, faire signe là. Il se retourne beaucoup. Il a fait un tel effort. Regardez, l'attitude a changé. Ah oui, mais c'est difficile pour lui. On l'a déjà dit tout à l'heure, il a fait un gros effort. Et là, il souffre énormément. Je ne sais pas s'il a... je sais pas s'il a un cardiotesteur, s'il a un compteur de fréquence cardiaque. Et s'il n'en a pas, il s'est peut-être un peu mis dans le rouge, c'est-à-dire qu'il a monté le rythme cardiaque un petit peu trop haut. Il lui faudrait récupérer un petit peu. Il essaye de regarder le sommet, il cherche le sommet, Bjarne-Riis. Ça devrait lui suffire pour remporter cette étape. Jean-Paul. Mikael Indurain vient de passer aux 3 km avec 1,40 de retard. 1,40. Voilà, donc c'est quand même pas un effondrement complet. Alors que Bjarne-Riis semble quand même s'envoler là vers une victoire d'étape. Bjarne-Riis qui l'avait emporté déjà à Sestrières. Et s'il le met à son crédit, la victoire à Sestrières et à Otakam, ça fera un grand et beau vainqueur du Tour de France. Ouais, à 2 km. De l'arrivée, j'ai l'impression que Bjarne-Riis ne peut plus emmener le braquet immense qu'il a emmené tout à l'heure.
On pourra peut-être, il n'est pas sur la... Oh, il doit être en 42-19 je pense, là, 21. On ne peut pas bien... Non, on ne se rend pas compte, mais... En tout cas, tout à l'heure, il avait un développement qui était beaucoup plus important que celui-ci. Et alors maintenant, ça c'est intéressant. Voiture, voilà, hein. oui, la voiture s'est laissée décoller. Exactement, donc l'écart est minime avec cette accélération à nouveau de Richard Virenque. Luc Leblanc semble pas mal non plus. Ces hommes, vous le voyez, vont beaucoup plus vite que Björn Norris. En tout cas, c'est l'impression qu'ils nous donnent, vu ainsi. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont un développement un peu plus grand que celui de Björn Norris. Je n'imagine quand même pas qu'ils puissent aller retrouver Björn Norris. Ah. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Possible. Non, je ne dis pas que c'est assuré qu'ils vont revoir Björn Norris. Alors, ils ont quand même 54 secondes de retard à 2 km. Ah ben là, non. Ah, ce sera difficile alors. Ouais. Mon option n'est plus bonne. 54 secondes pour les 4 hommes derrière. Là, c'est dur pour Riss. Regardez le visage de Björn Norris, c'est très dur pour lui. Il va puiser dans vraiment dans ses réserves. Il était très bien tout à l'heure à Micol. Mais il a fait un gros effort pour attaquer, pour lâcher ses principaux rivaux, pour faire le maximum de différence par rapport à Berzin et Olano. Et maintenant, pour Björn Norris, c'est difficile. Ouh là là, ça c'est mauvais signe. On a vu Björn Norris qui commence à avoir des difficultés pour conduire son vélo. Attention. Les 4 derrière, quelle est l'attitude? Bruno Roussel est monté à leur hauteur. Il dit il faut tout donner. Il faut empêcher Rominger de revenir derrière Olano et les autres. Et puis il faut surtout creuser l'écart pour le classement général. Mais pourquoi pas aller chercher la victoire d'étape? Ne vous posez plus de questions, a dit Bruno Roussel. Il faut tout donner à fond. Même si Luc Leblanc ensuite, si d'aventure on revenait sur Riss, ce qui nous semble quand même assez improbable. Vous voyez que Rominger derrière lui est en train de faire une belle performance en ramenant ce groupe-là, le groupe Olano. C'est pas la meilleure opération possible pour Richard Virenque. En revanche, c'est la condamnation totale de Miguel Indurain qui perd encore du terrain aujourd'hui. Ulrich est là, très précis. Oui, Jean-Paul. Patrick. Jean-Paul. 1 minute 22 secondes, 1,22 de retard aux 2 km pour Miguel Indurain. 1,22 exactement. Non, 2,22 Jean-Paul. 2,22 pardon, 2,22. 2 minutes 22 secondes. Et Laurent Dufaux qui en rajoute encore là pour tenter de ramener son leader Richard Virenque, mais surtout d'empêcher le retour. Alors que l'homme de tête arrive à la flamme rouge, il ne sera pas repris. Oh là là. On se souviendra longtemps de cette image de son attaque, hein, Bernard. Oui. Indurain qui relance en danseuse, qui semble avoir retrouvé un petit peu plus de force. C'est la Riss, pardon. Riss qui relance, il semble avoir retrouvé un peu plus de force. Il a mis, si on pouvait voir son plateau, parce qu'on a l'impression qu'il a vraiment un braquet assez long. Il est fatigué, vous avez vu, lorsqu'il est en danseuse, il fait bonne impression, mais lorsqu'il se rassoit sur la selle, il est arrêté. Il a mis le grand plateau là. Oh là 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 là. Étonnant, impressionnant. Mais il a beaucoup de peine à tourner les jambes. Alors que les poursuivants à leur tour arrivent à la flamme rouge. Le groupe toujours emmené par Richard Virenque, par Dufaux. Richard Virenque qui peut viser maintenant une place sur le podium. Il va bien sûr consolider son maillot de grimpeur, mais il était pratiquement assuré, alors que maintenant Richard a surtout un objectif, c'est monter sur le podium. L'écart même 59 secondes. Björn Riss à coup sûr va remporter cette étape. Et Richard Virenque va faire une bonne opération au classement général. Alors, est-ce que les adversaires ici de Riss ont pris les mêmes risques, à savoir essayer de progresser sur le grand plateau? Non, je pense qu'ils sont restés. Oui, ils sont restés sur le petit plateau et n'ont pas osé prendre le même risque que le Danois. Jean-Paul. Berger est maintenant passé par Miguel Indurain. Ça, c'est aussi un grand perdant du jour, Luttenberger, qui était juste devant Richard Virenque au classement général. Il était 6e et Richard était 7e. Rominger à 1,46. Il limite très bien les dégâts avec Ougroumov, avec Escartine, avec Brochard, avec Olano. Finit très fort Rominger, parce qu'on a vu c'est toujours lui qui emmène le groupe. Voilà, alors que Riss, son maillot, regardez la lucidité.
Oh, il a fait un numéro. Regardez-le. Il dit bonjour aux Danois en passant. C'est impressionnant, c'est ahurissant ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Voilà un maillot jaune qui gagne 2 étapes dans le tour. C'est vrai que Miguel n'avait pas gagné l'étape depuis 5 ans. Sauveté contre la montre. Voilà, bravo monsieur Riss, bravo. Impressionnant à plus de 40 de moyenne. Alors que là, Dufaux est en train d'accélérer encore pour Richard Virenque. Demain, la lutte pour les places d'honneur va être terrible parce que certains coureurs ont montré là des défaillances. Et je crois que Richard Virenque a un coup à jouer demain sur une succession de cols par rapport à des garçons comme Berzine, alors que le blanc n'avait plus de force. Il parvient à peine à suivre. Voilà Richard Virenque, les écarts. Il va falloir surveiller les écarts. Voilà, acclamation du public pour Richard Virenque devant Dufaux. Mission accomplie, Richard. 49 secondes. Et 54 secondes. 54 pour le blanc. Et derrière, Ougromov est en train de limiter les dégâts également. Avec Ulrich et Rominger dans sa roue. Voilà, Rominger sait qu'il doit sprinter. Il y avait 49 secondes pour Virenque. Le chronomètre a beaucoup d'importance, vous en doutez. Voilà, 41, 42, 43, 44 secondes entre Virenque et Rominger. Et Olano est en train d'essayer de limiter les dégâts également. 58 secondes entre Virenque et Olano. 58 secondes. On va pouvoir faire un classement général comme ça assez rapidement. Alors que Miguel Indurain est le grand perdant du jour, Bernard. Aujourd'hui, c'est une page de l'histoire du cyclisme qui se tourne ici en tout cas. Oui, c'est une page du cyclisme qui se tourne, mais Indurain est le grand perdant, mais Berzine également est un grand perdant, parce que Berzine perd beaucoup de temps aujourd'hui. Je pense que Berzine va perdre, Berzine va perdre sa 3e place au classement général. Voilà, Miguel a passé après avoir perdu 2,28. Alors que Berzine passe, que nous prenons bien sûr les chronomètres et qu'on écoute Richard Virenque au micro de Jean-René. Oui, Patrick, à côté de Richard, regardez Richard qui est en train de récupérer, qui a beaucoup bu, pratiquement une maxi bouteille d'eau. Ça va mieux là, vous avez soufflé, ça va mieux Richard? On a tout donné avec Laurent Dufaux. Aujourd'hui l'équipe s'est bien sacrifiée pour nous et on a essayé de donner le maximum. Riss était très fort. Et quand elle est partie, on a tous un peu baissé les bras. Après on a vu qu'il était à 20-30 secondes, je ne sais pas avec combien il finit. Et derrière on s'est relayé, mais c'était dur. Patrick, quel est l'écart entre Bjarne Riis et Richard Virenque, s'il vous plaît? Nous allons le communiquer à Richard. Pardon, l'écart à l'arrivée. L'écart, oui, entre Bjarne Riis. J'étais en train de calculer sa position au général. Bon, il passe devant Luttenberger et là il perd 49 secondes sur Riis. 49 secondes entre Bjarne Riis et vous-même, Richard. Attendez, vous pouvez lui donner des infos. Je vais lui donner quelques infos, Jean-René. Oui. Il a perdu 49 sur Riis. 49 sur Riis. Il a gagné 44 sur Rominger. Vous avez gagné 44 sur Rominger. 58 sur Olano. 58 sur Abraham Olano. Et 2,10 sur Berzine. Et 2,10 sur Berzine. Bah dites donc, ça s'appelle une bonne journée. Ouais, je crois que j'ai tout donné aujourd'hui. Je crois que Riis a démontré qu'il est très costaud. Bon, demain, il reste encore une grosse étape de montagne. Et on a une bonne équipe avec Laurent Dufaux, Laurent Brochard, Pascal Hervé. Donc, on verra dans les grands cols. Aujourd'hui, c'était une ascension un peu pour puncher. Bon, il y a les grimpeurs qui s'expliquent aussi, c'est sûr. Mais mon avantage, je pense, c'est monter plusieurs cols dans la journée. 260 demain. Ça devrait un peu plus me convenir. Moi, si on regarde l'horizon tous les deux, là au loin, Paris, les Champs-Élysées, on dirait qu'il y a un podium qui commence éventuellement à se dessiner. Non, vous ne voyez pas là-bas tout au loin? Non, non. Après le chrono, on fera le point. Il reste demain et il ne faut pas oublier qu'il y a un contre-la-montre de 60 km. Et 60 km, il me faudra quand même une grosse marge par rapport aux grands rouleurs. Merci Richard, merci beaucoup de votre gentillesse.
Et Richard qui reste très lucide, car c'est vrai que même s'il est frais, un chrono de 60 km peut lui coûter assez cher quand même. Ce n'est pas sa spécialité, on le sait. Alors qu'il y a vraiment des écarts importants. Etchavé et Udo Boltz vont finir à près de 5 minutes. Une seule ascension suffit pour créer de gros écarts. Alors qu'on a vécu une belle journée que j'essaye de résumer au niveau du classement général. On va se retrouver donc avec Ries, maillot jaune plus que jamais bien évidemment. Rominger, lui, va être deuxième du classement général. Olano, troisième. Ensuite, on va retrouver quatrième Ulrich. Cinquième Berzin, sixième Virenque, je crois. Enfin, c'est tout à fait officieux. Richard ne doit gagner qu'une place parce que les autres étaient trop loin. Je pense que Virenque repasse Berzin, non, puisque Berzin termine 1 minute 10, non 2. Non, 1-10 derrière Richard, ça suffit pas. Non, il ne passe pas Berzin, Richard. Il y avait 2,08 entre les deux. Et là, je trouve... Ah si, 2,10. Ça se fait pour 2 secondes. Oui, il me semble. Pour 2 secondes. Non. Non, mais il y a 2 minutes. Non, il y avait 3 minutes. Attendez. Il y a 2 minutes 10. Je suis pas bon, évidemment. Non, vous avez raison. Il y a 2,10 entre Berzin et Richard à l'arrivée. Hein. Le seul problème, c'est que j'étais allé chercher l'étape des Arcs et que j'étais au classement général d'il y a 10 jours. Vous voyez à peu près dans quel état nous sommes. Alors Berzin à 1,08 et Virenque à 3,16. Donc ça fait en effet 2,08. 2 secondes, c'est bien ce que. Et bien pour 2 secondes, c'est bon, il passe devant. Non, mais j'étais aux Arcs là. Oui. Donc il est en train, il va passer Berzin, il va passer Luttenberger et il s'offre la 2e place de cette étape. Donc il devrait être 5e du général, Richard. Par la même occasion, il renforce son maillot à poids. En prenant la 2e place, il marque des points pour le maillot à poids. Enfin, le résumé de tout cela, c'est que le grand vainqueur, c'est lui. Et que Richard Virenque, lui, bien protégé par Laurent Dufaux, son équipier. Oui, les Festina ont bien manœuvré hein, dans la mesure du possible. Aujourd'hui, il était impossible d'égaler Bjarne Riis. Ovation, il la mérite. Grand champion. C'est vrai qu'il court, regardez les yeux, il court d'une manière bien différente de Miguel Indurain. Alors Jean-Pierre Garuet, ancien meilleur pilier du monde, il faut bien le dire, adjoint au maire de Lourdes. Vous savez que le maire de Lourdes, c'est Philippe Douste-Blazy, donc le ministre de la Culture. Philippe Douste-Blazy est retenu à Paris par la réunion exceptionnelle de Matignon autour d'Alain Juppé. Donc il a délégué son maire adjoint, Jean-Pierre Garuet, qui remet donc en connaisseur et en grand champion qu'il est. Alors que Zoulé, le premier attaquant dans la montée, vient seulement d'arriver. Et c'est quand même étonnant la défaillance de Miguel Indurain, qui avait la tête mais qui n'avait pas les jambes. On peut dire qu'il avait la tête parce qu'il a emmené ah oui, il a essayé avec son équipe. Il a fait comme pour vaincre. Il a tactiquement fait comme pour vaincre, malheureusement. Jean-Pierre Garuet, l'international de rugby. C'est donc malheureusement pour Indurain, les jambes n'ont pas suivi. Le cyclisme est un sport de souffrance, Bernard. Zoulé a perdu 8 minutes 02, le premier attaquant de la montée. Alors qu'Abdou Chaparov franchit la ligne maintenant seulement. Et que je crois que Laurent Roux n'est toujours pas arrivé, lui qui a fait 130 km tout devant. Alors le classement, Rissolano, Rominger, Ulrich. Donc c'est ça, Virenque 5e, Berzin, Dufaux derrière. Très belle opération pour Richard Virenque. Miguel est 10e, Jean-René avec le roi du Tour. Oui,
Patrick Chan disait à l'instant avec le héros du tour. Le héros du tour, c'est vous pour l'instant, Björn Riis. Vous nous aviez promis d'attaquer, d'essayer de tenter quelque chose dans la montée d'Hautacam. Vous l'avez fait. Votre situation est beaucoup plus confortable. Vous êtes heureux. Oui, bien sûr. Je suis très content. Content, ému. C'est merveilleux ce moment que vous vivez. Oui, c'est super, c'est magnifique. Je voulais gagner aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de très bien. J'ai réussi, je suis très content. Alors quand vous êtes parti seul, avant de partir seul, il y a plusieurs choses qui se sont passées. On vous a vu notamment à un moment aller observer vos rivaux. Vous vous êtes écarté sur la droite de la route. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passait? Vous vouliez regarder comment étaient les autres, comment étaient vos adversaires, c'est ça? Oui. J'ai mis un peu de tempo pour voir comment il est les autres. J'ai vu c'était en fond. Je lui ai dit, je vais essayer, je vais faire tout. C'était peut-être un peu près, mais un peu trop, mais trop tôt. Mais on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire. J'ai gagné très bien, c'est ça qui compte. Ce soir, Björn Riis, est-ce que vous vous dites j'ai pris une option sérieuse sur la victoire finale dans le Tour de France? Est-ce que ce soir, vous avez envie de nous le dire? C'est vrai, maintenant je crois que c'est très possible. Bon, c'est dangereux les mains, c'est sûr. Il faut faire attention, très attention, mais j'ai une équipe très forte. Et je l'ai dit avant, c'est Hautacam, c'est les clés du Tour. Et je pense, et j'espère que c'est vrai. La clé est dans votre poche, c'est bien d'avoir la clé. Merci Björn Riis, merci. Quelle lucidité, il l'avait dit en effet, dit et répété. Hautacam, c'est la clé du Tour. Et bien la clé, on sait où elle est maintenant. C'est un bon serrurier, hein, parce qu'il avait la clé, il connaissait la serrure, il connaissait tout. Hein. Oh là là, il nous a vraiment impressionné. À plus de 40 de moyenne, 40-301. Alors on va pas renier ce qui s'est passé dans les années précédentes, hein, Bernard. Alors que là, nous sommes avec un groupe maillot vert, le groupe d'Attardé. Mais tiens, Moncassin est avec Zabel. Et tous ceux qui ont beaucoup travaillé, eh bien, sont là un petit peu retardés. Oui, pour conclure, Bernard, on va quand même rappeler que Indurain était un immense champion. Il est toujours, ça se trouve l'an prochain, il nous réservera une belle surprise de revanche. Mais il faut quand même souligner une chose, c'est que Indurain contrôlait la course. Quand les coups partaient, il les contrôlait d'une manière formidable puisqu'il a gagné tant et tant de Tours de France. Tiens, le Marchand, l'un des héros de l'étape d'hier. Eh bien, Riis court autrement. La preuve, pendant 5 années où Indurain a gagné le Tour de France, Indurain n'a pas gagné une seule étape en ligne. Il gagnait les contre-la-montre, il contrôlait. À Hautacam, il faisait deuxième derrière le blanc. Il courait merveilleusement, intelligemment, si je puis dire. Là, c'est une tactique complètement différente. Riis a gagné à Sestrières, il gagne aussi, il assomme ses adversaires. Ouais, on pourrait dire d'Indurain que c'était un hyper gestionnaire. Il avait une certaine avance, il savait que dans le contre-la-montre, il allait prendre une certaine avance et après, il gérait cette avance. Alors que ici, Riis, lui, était aussi, avait une politique un petit peu différente de celle d'Indurain, hein, dans la mesure où il était obligé de prendre encore un petit peu de temps à Berzin pour vraiment se mettre à l'abri. Mais là, il l'a fait avec beaucoup de panache. Il l'a fait surtout au moment où il l'avait annoncé, au moment où il l'avait voulu. Voilà, on va changer un petit peu nos habitudes. On ne va pas attendre ce groupe et la remise du maillot vert, parce que vous le voyez, les coureurs sont encore loin. On va laisser place à Gérard qui va avoir sans doute de nombreux avis invités pour témoigner de cette arrivée exceptionnelle de Björn Riis. Je crois qu'aujourd'hui on vit une page se tourne dans l'histoire du cyclisme moderne avec cette prise de pouvoir de Björn Riis. Alors les rendez-vous, eh bien on va les découvrir ensemble. Rendez-vous donc dans le Vélo Club juste après notre direct. À 20 h, vous retrouvez Bruno Mazur, il sera question de cyclisme bien sûr, le journal du Tour, Gérard et toute l'équipe. Et demain, vous le voyez sur cet écran, pas d'en attendant le Tour, pas d'autour du Tour. Pourquoi? Eh bien parce que France Télévisions se mobilise pour vous faire vivre entièrement cette grande étape des Pyrénées. Nous nous retrouvons avec Bernard, avec Jean-René et Jean-Paul, dès 9h20, j'ai bien dit 9h20 demain matin sur France 3 pour une étape extraordinaire. Le menu en 2 secondes, le col du Soulor, le col de l'Aubisque, Marie-Blanque, le col de Soudet, le port de l'Aro, la côte de Rarieta, l'Alto des Guaralda et ensuite l'arrivée sur Pamplune. Il se passera sans doute beaucoup de choses, mais quelque chose nous dit que le roi maintenant, c'est Björn Riis. Merci de votre fidélité. Puis on se retrouve demain
aussi dans le journal de 13h pour évoquer ce Tour de France. Merci à tous, merci à Régis Forestier, Jean-Marc Lénoret, Cathy Soie, merci Bernard Thévenet. Demain 9h20, mettez le réveil. Sport de Troyes vous a présenté l'étape du jour avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Découvrez le temps du titane avec les montres Festina. T'as vu? Il peint avec de la vie 3000. Hein? Je dis, c'est de la peinture à vie. Ah, mais le jaune, c'est salissant. Oui, mais là, c'est lessivable. Hein? Rien. Tu sais qu'il peint avec de la peinture à vie 3000? Ça couvre vraiment bien. Ça sèche en 30 minutes et ça ne sent rien. Et en plus, tu nettoies tes pinceaux à l'eau. Hein? Tu devrais voir un Otorino, toi. À vie, ça change la vie. Rock câlin. La plus tendre des compilations. Avec Ten CC, les Commodores. Greg Lake, Alan Parsons. Rock câlin, la compile de rêve pour vos nuits câlines. Avec RTL2. Eau de toilette pour hommes, Roland Garros. Un tonique étonnant. Sport de Troyes vous donne rendez-vous avec Bricomarché. Et France Télécom, partenaire technique. Énorme défaillance du maillot jaune. Ce tour est grand, ce tour est beau. Oh là là, accélération de Miguel Indurain qui tente de revenir. Richard Virenque qui est parti également. Déclencher les chronomètres. Ce tour n'est pas fini. Il peut se passer tellement de choses, regardez. Après les chemins d'Apocalypse, l'ivresse des sommets, les damnés du Tour s'offrent aux caresses brûlantes du soleil des Pyrénées. Argelès-Gazost, Pampelune, 260 km de légende, en direct mercredi à 13h50 sur France 2. Ce soir sur France 3, Panique au Music Hall. J'ai joue d'oreille. Ça vous épate, hein? Plus on est de fous, plus on rit. Les plus fous des pinces sans rire vous embarquent chez eux pour une grande soirée. Ce soir, 20h55, rire en coulisses. Mais que fait le pompier de service sur France 3? Et puis, bye bye, bye bye. Nous, on est une bande de jeunes qui a décidé de se reposer entre les guerres successives. Bien. Donc 3 mois. Je chôme depuis 3 mois. Le monde se mord le bout de la queue. La seule chose que je sais, c'est que je me suis laissé embobiner durant des années.
Quel est l'avenir des jeunes dans un pays où les jeunes n'ont pas d'avenir? 20 ans à Varsovie, ce soir, sur France 2. Voici un déodorant pour homme totalement révolutionnaire. Le gel déodorant Gillette Series. Parce que c'est un gel pur et transparent, il agit directement à la surface de la peau pour une protection exceptionnelle et un maximum de fraîcheur toute la journée. Gel déodorant Gillette Series, l'un des produits haute performance de la ligne Gillette Series. Un tropico, Coco? Tropico, Coco. Oh, c'est tropico, Coco. Skyrock présent. Je trouve partie 2. J'aime danser. Et bricoler. Son costaud se muscler. Et nous tous travailler. C'est bon pour garder la santé. Moi je suis gay toute la journée. Je suis gay maintenant la soirée. Je trouve partie 2. 14 mégaHits en CD, cassette et CD de titres. J'aime danser. Gillette vous invite à découvrir son déodorant pour homme haute protection. Le déodorant Gillette Series. Une protection efficace pour une sensation de fraîcheur toute la journée. Sport de Troyes vous présente Vélo Club avec le PMU, partenaire officiel du maillot vert, le maillot vert sprint et gagne. Et les supermarchés champions, grand partenaire du Tour de France. Allez, bonjour à tous. Le drapeau danois flotte sur le Tour de France 96. C'est maintenant une certitude. Comme un boxeur, Bjarne Riis a attaqué alors qu'il ne faisait que contrôler depuis plusieurs jours. Mais aujourd'hui, Bjarne Riis, le Danois de l'équipe Télécom, a pris les choses en main dans la montée vers Otakam à 1560 mètres d'altitude. Bjarne a attaqué et il a gagné. C'est sa deuxième victoire d'étape dans ce Tour 96. Et il consolide évidemment son maillot jaune. C'est un drôle d'anniversaire pour Miguel Indurain qui avait 32 ans ce matin et qui fêtait donc son anniversaire. Il l'a mal fêté car Indurain a craqué. Il a sans doute perdu le Tour et il ne remportera pas son 6e cette année. Miguel, on en reparlera de toute façon demain. Voilà le classement de cette étape. Bjarne Riis, Richard Virenque qui réalise la très bonne opération du jour. Richard, à 49 secondes seulement de Bjarne Riis. On va le noter, excellente course d'équipe des Festina puisque Laurent Dufaux est là juste derrière aussi. Luc Leblanc limite les dégâts et lui aussi n'est pas mal non plus pour le classement général avec 54 secondes. Piepoli qui a remporté déjà plusieurs étapes dans plusieurs tours, plusieurs courses cette année. Piepoli est là. Tony Rominger, qu'on a vu craquer à un moment, est bien revenu sur la fin de l'ascension. 1,33. Ulrich dans sa roue, Grumov aussi. Ils étaient tous les trois ensemble. Laurent Brochard, pas mal non plus pour un Festina. Est-ce qu'on a le classement général tout de suite? Voilà Indurain. Regardez où a terminé Indurain. À 2 minutes 38 de Bjarne Riis. Le classement général. Alors là, ça c'était très important. Très important à la veille de la très grande étape des Pyrénées. Riis donc en tête. Maintenant, Olano est à plus de 2 minutes 42. Tony Rominger est 3e. Ulrich 3,39. Et Richard Virenque passe devant Berzin. C'est la grande nouvelle du jour. Richard maintenant est 5e à 4 minutes 05. Et il attend impatiemment l'étape de demain où il y aura plusieurs cols. Dans quelques secondes, on en parle avec lui. Thierry Blanco, vous êtes en direct avec nous sur la ligne avec Walter Godefroy. Oh, écoutez, je suis sur la ligne avec un homme souriant, vous en doutez, qui a vécu une émotion énorme dans cette montée, Walter. Oui, c'est la première fois que, quand je suis 15 années directeur sportif, et on prend une grande option pour la victoire du Tour. Et à ce moment-là, je pense surtout à du personnel et à mon deux collègues, Valoy et moi je suis 50 ans, alors on réfléchit un peu, on reste un peu plus tranquille, mais surtout eux, à un moment l'équipe continuait plus petit budget, après le chef il téléphonait, il dit aucun problème, on est aidé, on veut pour le cyclisme allemand que l'équipe va continuer, alors ce sont des choses qui passent sur la tête à ce moment, alors
que je suis surtout, bien sûr je suis heureux pour moi-même, mais surtout pour le personnel qui travaille déjà 5 ans. Bel esprit d'équipe, mais quand vous avez vu comment il a attaqué, il a passé tous ses adversaires en revue, il est allé les regarder, juger leur état de fraîcheur, il est parti comme un boulet. Franchement, est-ce que vous vous attendiez à ça? Mais c'est son caractère. C'est son caractère, mais on n'avait jamais pensé qu'il est en condition comme ça. Hein. Quand il prend 5 secondes, c'est une grande victoire moralement contre le concurrent. Ici, c'est le prestige pour... quand on gagne ou on perd 5 secondes, c'est une énorme différence. Mais 1 minute, c'est son concurrent le plus proche pour le contre-la-montre. Je crois que c'est 1 minute et demie, peut-être plus. Alors, on va voir. Je dis on vivre jour par jour. Et je suis peur de tout le concurrent quand même. Et je suis peur de chaque virage. Mais là, il a pris une bonne option sur la victoire quand même. Bien sûr. Merci Walter. Merci Thierry. Merci Walter Godefroot d'être aussi disponible avec une chemise remarquable qui est pratiquement déjà Richard Virenque, presque votre maillot. Hein. C'était presque des gros poids. Philippe Sella était avec nous aujourd'hui. Il vous a admiré sur la route, ainsi que Jean-Louis Schlesser. Philippe, on ne vous présente pas évidemment un record en sélection internationale à Jeun et maintenant le club de Saracens en Grande-Bretagne où vous allez bientôt aller. Et puis Jean-Louis Schlesser, donc ça c'est le Dakar, c'est le buggy, champion du monde en endurance. Et vous aussi, vous avez découvert le Tour aujourd'hui. Dans quelques secondes, je vous laisserai poser des questions à Richard. Alors Richard, cette étape du jour, vous avez été ô combien applaudi tout au... Et ça continue d'ailleurs parce que tout le... Regardez. Le chouchou, hein, ça continue. Ça fait plaisir hein, quand même. Ah ouais, ça motive dans le final quand ils étaient tous au bord de la route, ça criait. Avec Laurent, je lui disais allez, il faut y aller. Et on s'est battus tous les deux pour essayer de limiter les écarts. Derrière, je savais que ça craquait. Donc c'était motivant et quand on se retrouve avec un coéquipier comme Laurent Dufaux aux avant-postes, c'est encore plus motivant et que tout le monde nous encourage, c'est super. Bruno Roussel dit souvent que vous marchez à ça, vous marchez à l'adrénaline du public. Dès que le public commence comme ça à vous encourager, ça vous donne un surplus d'énergie. Oui, je crois que j'ai fait le Tour d'Espagne. Et il n'y avait pas vraiment de monde et je regrettais ça dans l'école qu'il n'y avait pas de la foule, mais le Tour de France c'est autre chose. C'est beaucoup de monde sur la route, c'est la chaleur et pour moi c'est quelque chose de fort et je me motive, je me transcende un peu quand ça crie de partout. Bon, je souffre mais j'essaye de surmonter ma douleur et donc c'est super. Bon, alors on revient maintenant sur tous les ingrédients de cette étape-là qui d'ores et déjà a marqué encore le Tour 96. Longue échappée de 3 garçons, Pascal Richard qui était devant avec Piccoli et Laurent Roux. Ensuite Laurent Roux part tout seul, il a 4 minutes d'avance. Et là le peloton et les Festina se décident à rouler, c'est ça? Oui, quand il n'y avait pas que les Festina, il y a les Carrera et les Polti qui ont mis en route. Moi, on a mis en route pour la victoire d'étape parce qu'on avait des ambitions aujourd'hui. Les Polti aussi avec Luc Leblanc et les Carrera avec Luttenberger. Et donc, c'est pour ça qu'on a roulé. Donc, au pied de la bosse, on était aux avant-postes. Il y a eu quelques attaques. Et Riz, 2-3 fois de suite, il a attaqué, mais en costaud. Et à chaque fois, on est revenu. Et à un moment, il est reparti. J'ai regardé Indurain. J'ai vu qu'il coinçait un peu, mais bon, je pensais qu'il allait mettre en route derrière Riz. Et ensuite, j'ai vu que ce n'était pas du tout le cas. Donc avec Laurent, on a roulé et on a essayé de limiter les écarts. Et voilà. Bon, alors arrive ensuite 16h25, c'est-à-dire que vous êtes là en plein dans la pente pour la montée vers Otakam. Vous êtes déjà un groupe là dans lequel il y a encore Indurain d'ailleurs à ce moment-là. Et Riz qui est en tête avec Ulrich a un comportement très particulier. Il se laisse décrocher pour vous regarder, pour regarder chacun des membres de l'échappée. Là, je n'ai pas trop compris. J'ai vu Riz s'écarter comme ça. J'ai dit mais peut-être il a une défaillance, un coup de moins bien, mais non. Je crois qu'il voulait faire l'état des lieux comme il était vraiment costaud. Il a dû regarder un peu qui c'est qui faisait de l'huile. Et ensuite, il est revenu à la hauteur et il a secoué tout ça. Et je crois qu'il a démontré aujourd'hui que c'était lui le patron sur le Tour de France. Bon, il reste demain une grosse étape de montagne. Et avec plusieurs cols, on verra comment ça se passe. Mais bon, pour ma part, je préfère monter 2, 3, 4, 5 cols dans la journée qu'un comme aujourd'hui. Là, vous êtes tous sur le petit plateau, Richard, à ce moment-là? Oui, là, on est tous sur le petit plateau. Moi, aujourd'hui, j'avais 41-21 au maximum. Mais là, bon, on mettait quand même des dents, c'est-à-dire je devais avoir
17 ou 18 à ce moment-là, parce que là, ça faisait vraiment mal. Ulrich, il montait quand même un train soutenu. Et ensuite, eh ben, Rhys, il a commencé à attaquer, alors là, ça a explosé partout. Il a mis le gros plateau à un moment, on l'a vu à l'antenne et les caméras de France Télévisions ont réussi à prendre Peut-être, mais bon, j'ai pas osé regarder parce que ça démoralise quand il y a quelqu'un qui double gros plateau. Il vaut mieux se contrôler. Et il est parti tout seul. Hein. Une fois, il nous a mis 10 mètres, après, on est revenu. Mais bon, on a vu qu'on ne pouvait pas le suivre. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que depuis 2 ou 3 jours, 4 même, Bjarne Riis venait sur ce plateau en nous disant « Moi, mon rôle, c'est de contrôler. J'ai le maillot jaune, j'ai une superbe équipe, on va contrôler. » Et aujourd'hui, Riis a attaqué. Et je parlais tout à l'heure presque comme un boxeur qui, dès les premières difficultés là, dans les Pyrénées, commence à mettre des coups pour voir où en sont les adversaires. Et on le voit d'ailleurs, le voilà au moment où il accélère. Je crois que pour lui, c'est plus facile d'attaquer aujourd'hui parce qu'il y a une ascension. Donc, pas qu'il risque rien, mais il se sentait très fort, donc il peut faire des écarts. Mais bon, demain, je pense pas que ça sera pareil, puisqu'il y a beaucoup de kilomètres et il y a beaucoup plus de cols. Donc, aujourd'hui, pour lui, bon, celui qui se sentait costaud aujourd'hui pouvait se permettre d'attaquer, tout donner dans une ascension. Que demain, ça sera plus une course à gérer. Et il faudra bien gérer cette journée parce qu'elle fera quand même 260 km. Je l'ai reconnu avec l'équipe. Et je pense que ça risque de faire des dégâts. Il va falloir doser les efforts, bien calculer, récupérer éventuellement dans certaines parties. Ça va être complètement différent de ce qui s'est passé aujourd'hui, qui était du type de Sestrière en fait un peu aujourd'hui. Hein. Oui, oui, voilà un peu Sestrière, mais demain ça sera plus une étape pour les grimpeurs, c'est-à-dire une étape de montagne, bon, sauf sans arriver au sommet. Mais demain, il y a quand même des grands cols. Et donc, on verra, j'espère qu'il y aura le soleil et la bagarre comme aujourd'hui. Bon. Thierry Blanco. Thierry, oui, Gérard, vous êtes sur la ligne en direct avec le patron du Tour de France, avec Jean-Marie Leblanc. Le patron du Tour de France qui, il y a quelques jours, pour En attendant le Tour, me disait Thierry, je ne ferai pas de pronostic. Ce soir, on peut en faire un quand même, pour la victoire finale. En tout cas, je crois, on est d'accord pour convenir que Bjarne Riis a fait un grand pas vers la victoire finale. D'abord parce qu'il a repris du temps et de quelle manière à tous ses adversaires. Et ensuite et peut-être surtout parce qu'à la veille de la grande étape pyrénéenne des 5 cols, je crois qu'il les a assommés psychologiquement et je vois mal comment les autres vont s'en remettre et ne vont pas admettre sa domination dorénavant. Grand moment d'euphorie, évidemment, avec ce grand moment de sport qui est la victoire de Bjarne Riis, et puis un moment pathétique avec la défaillance d'Indurain. Oui, en 13 km, on a connu beaucoup d'émotions. Cette émotion flamboyante du maillot jaune, prenant tous les risques pour s'en aller conforter sa position. C'était une attaque panache, et bravo Bjarne Riis. Et puis derrière lui, à quelques minutes, quelque chose de plus poignant qui était l'affaissement d'Indurain, sa résignation en quelque sorte, et peut-être ce franchissement du cap qui amorce le déclin. Pour quelqu'un qui a gagné 5 Tours de France et qui, il y a 2 ans, ici encore, dominait tout le monde, ça fait de la peine, effectivement. Demain, on arrive chez Indurain. Un mot sur l'étape de demain, la sécurité, tout ça? C'est une grande étape de montagne dont le dernier col, effectivement, se situe loin de l'arrivée, 80-90 km, qu'Indurain connaît bien. Peut-être tentera-t-il un dernier baroud d'honneur. En ce qui concerne la sécurité, rien de particulier. Nous faisons confiance dans les gens qui nous accueilleront. Nous voulons faire la fête à Indurain, à Pampelune, à la Navarre, au Pays Basque. Et j'espère que le Tour de France va être reçu de cette façon. Merci Jean-Marie Leblanc. La cérémonie protocolaire du maillot vert vient de se dérouler il y a quelques secondes. Elle est importante, voilà. Toujours le même, maillot vert sur maillot vert. Éric Zabel l'a confirmé aujourd'hui, l'a conforté. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais s'il est évident qu'il a encore marqué des points dans la plaine, même s'il a terminé assez loin. C'est le coéquipier de Bjarne Riis. Et Éric Zabel va se battre jusqu'au bout pour conserver ce maillot vert, même si Moncassin est derrière et même si Abdou Japarov n'a pas dit son dernier mot. Philippe Sella et Jean-Louis Schlesser, des questions à Richard Virenque, des réactions, des commentaires. Philippe Sella. Non, moi, d'abord, je voudrais dire bravo donc, à Laurent, bravo à toute l'équipe aussi, à vous deux, puisque vous avez fonctionné en équipe pendant toute la journée. Simplement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un coureur quand quelqu'un part, on ne sait pas s'il bluffe ou s'il... parce qu'il paraissait vraiment très frais quand il est parti devant dans les derniers kilomètres. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce qu'on a les jambes coupées ou alors, bon, mais on recherche en profondeur beaucoup de vitamines? Déjà, on savait qu'il ne bluffait pas parce qu'il nous avait mis deux attaques auparavant et on était tous un peu à fond. Et quand il est parti, j'ai plus dit, bon, on va le laisser partir, au moins on va monter un autre train parce que lui, il allait nous faire exploser si on allait le suivre.
Donc on s'est regardé, on était un petit groupe de 4-5 et je me suis dit peut-être à plusieurs on va lui revenir dessus parce qu'un coureur quand il attaque souvent il y a des chances qu'il coince devant, mais bon là c'était pas le cas, il était très fort et après dans la tête on se remotive et après on se dit bon allez on va aller chercher et on donne tout, mais sur le coup c'est un coup au moral parce qu'on le voit partir vite et assez costaud et après ensuite quand on le voit plus on se refait des films dans la tête, on se dit bon allez il va coincer, on va aller le chercher et on se motive. En tout cas, sur la fin, on croyait bien que vous allez tous revenir sur lui, parce que vous avez fini vraiment très très fort. Ouais, oui, mais on était motivés pour revenir. Et bon, on avait pris le rythme, pour aller chercher, mais bon, il était costaud devant et on verra demain. Jean-Louis Schlester. Oui, moi, ce que je voudrais... D'ailleurs, je suis très content qu'il finisse second aujourd'hui, parce que c'est aussi un coureur automobile, comme vous le savez. Il marche de temps en temps en rallye. Non, mais ce que je voudrais lui poser comme question, tout à l'heure, lorsqu'il a parlé, lorsque vous l'avez interviewé, il a parlé de l'arrivée de la spéciale en disant... de l'étape, pardon. C'est la fin, donc... Non, c'est pas pour vous, hein, c'est tout simplement parce que, on peut peut-être le montrer, Pascal Gervais, juste derrière, il y a de la circulation et que les voitures passent un petit peu trop vite au milieu de la foule. Il faudrait qu'ils se calment un tout petit peu, là, nos amis de la caravane, pour surtout ne pas poser problème. Voilà. Merci. Voilà, pardon, allez-y Jean-Louis, allez-y. Voilà. Et donc, lorsque vous avez posé la question à notre ami, il a répondu que cette fin d'étape, donc, elle était possible pour Björn Riis parce qu'on arrivait en haut d'un sommet, mais que demain, il y avait 4 ou 5 cols et une étape très longue. Et comme depuis le Tour, j'ai toujours vu une entente parfaite et puis les Festina toujours en tête et devant, je me demande si dans sa tête, il n'a pas envie de créer l'événement demain et de se dire, il y a 4-5 cols, on peut monter une petite échappée à 3 ou 4 parce qu'ils sont tous très forts. Quand je l'ai vu arriver, ou lui ou l'autre, ils n'ont pas l'air épuisés. Alors que les concurrents, voilà, ouais. On a l'impression qu'ils sont bien plus costauds que la concurrence. Je crois qu'ils sont. Ouais, il y a 2 ou 3 éléments dans ce qu'a dit Richard tout à l'heure qui est intéressant. Il dit demain sera un autre jour. Nous avons repéré l'étape, ça c'est très très important. Et c'est une étape pour grimpeurs. C'est ça, hein? Bah oui, demain il y a plusieurs cols d'entrée de jeu et je crois que si d'entrée ça attaque, il va y avoir vraiment des dégâts. Parce que pour ma part, il ne faudra pas laisser partir des coups de vent. Donc on va faire la course de vent et si ça attaque d'entrée de jeu, on va suivre. Et je crois qu'on va vivre une grande journée si ça part vite d'entrée de jeu. Et pour ma part, on a une équipe pour la montagne. Donc demain, je sais que moi, mon tour, il se finit peut-être demain soir. Parce qu'après, il reste un contre-la-montre de 60 km. Et demain, je vais essayer de tout donner un peu dans l'école, essayer d'être pas isolé. Donc si j'ai des bonnes jambes, j'essaierai de provoquer des échappées. Mais bon, Riis est costaud, donc on verra. Bon. Richard, il y a toute la famille qui est à côté de vous, une partie de la famille qui est à côté de vous. Il y a Stéphanie là-bas, il y a papa Jacques qui a rejoint. Prenez un peu le micro et parlez un peu à votre fils. Vous avez vécu dans la voiture de Bruno Roussel aujourd'hui, de son directeur sportif, l'étape. Comment vous l'avez vécu? Oui, c'était merveilleux, parce que c'est la première fois, d'une part, David... Très près, parlez très près du micro, merci. Oui, c'est merveilleux, c'est la première fois que je la suis comme ça, sur le vif. Disons que je la suivais tout le temps, je la suis tout le temps à la télé, sur le petit écran, mais c'est pas pareil. J'ai été sur des étapes, sur le Tour, j'étais à des arrivées, j'ai vu ça, j'ai vu cette chaleur, c'est merveilleux. Rien à voir avec ce qu'on voit à la télé, puisqu'on sent cette chaleur-là. Mais cette fois-ci, je l'ai vécu. J'ai vécu l'étape de A à Z. Ça a commencé déjà à 5 km en se faisant du mauvais sang. Richard, il a eu un problème, on le voit à la voiture du médecin, en train de se faire ça, son doigt qui saignait, qu'est-ce qui se passe, etc. On est présent, on est là surtout, et puis ma foi, je crois qu'on se fait encore plus de soucis. Et la fin, alors, quand vous entendez dans Radio Tour Jean-François Pécheux ou Jean-Marie Leblanc dire « il est dans le groupe de tête, il est avec Björn Riis », là on peut espérer une victoire. Ah oui, là c'est merveilleux, puis surtout on est au courant de tout. Il y a la télé, il y a Radio Tour, c'est merveilleux. Et puis Bruno, il a un matériel sophistiqué, c'est effrayant. Et alors pour demain, vos pronostics pour demain, vous restez pour demain sur l'étape? Je sais pas encore, il faut rester, il va faire un numéro. On va le décider, on va décider ça. Vous n'allez pas rentrer à la Londe, non? On va voir, non.
Vous vivez à la Londe des Morts? Non, ailleurs. Ailleurs, juste à côté. Ouais, c'est à côté. D'accord. Alors maintenant, parlons du Richard un peu plus intime. Les conversations qu'on avait eues les années passées avec Richard, au moment où il a pris le maillot pour la première fois, il disait finalement, moi, ma jeunesse, je sortais quand même un petit peu. Et puis un jour, j'ai décidé d'être professionnel. Un jour, je me suis arrêté, je me suis calmé, je me suis entraîné. Mais avant, il avait fait la fête quand même, non? Ben oui, quand il était adolescent, il a fait comme tous les adolescents, il a fait les 400 coups, ça c'est normal. Mais après, quand il a, à partir de l'âge de, je crois, de 16 ans, quand il est passé junior, ma foi, il marchait pas mal, là, c'est là qu'il s'est dévoilé. Alors, il est rentré dans une équipe, on l'a suivi, après il est rentré au bataillon, et puis voilà la suite, quoi. Et puis comme il aime ça, et son père aussi, je crois. Alors j'ai poussé à la roue, mais j'ai pas eu besoin de trop pousser, hein, parce qu'il est volontaire de lui-même. Et il adore gagner en fait. Et il déteste perdre, ce qui est quand même le caractère principal du champion. Oui, bien sûr, surtout quand on s'entraîne et mais quand même dans le vélo, on peut avoir des faiblesses, on peut avoir des maladies, on ne peut pas être au top tout le temps. Et ma foi, il y a la chance qui joue et la volonté et le courage, je crois. Alors on parlait d'équipe tout à l'heure. Bruno Boscardine nous a rejoint, on va l'interroger dans quelques secondes. J'ai Laurent Dufaux, je crois, qui est au micro de Thierry Adam. Thierry. On a un problème de son, Thierry. Une étape très difficile comme aujourd'hui. Laurent Dufaux qui a surtout travaillé aujourd'hui pour Richard Virand, comme d'habitude. Oui, je crois qu'aujourd'hui on s'est retrouvé dans une situation assez avantageuse, c'est-à-dire que la plupart des favoris ont cédé du terrain, quand Bjarne a attaqué à plusieurs reprises. On a chaque fois répondu avec Richard et Leblanc. Et ensuite, Bjarne est vraiment trop fort, il est parti seul et derrière on a préféré assurer le train pour plutôt s'occuper d'essayer de prendre un peu d'avantage sur les favoris du classement général. Et c'est pour ça qu'on est monté au train toute la dernière partie, mais c'était une étape très difficile, on pourrait résumer ça à une course de côte. Laurent, vous étiez juste dans la route de Bjarne Risch quand il a attaqué. Il est parti sur un plateau immense et il vous a tous laissé sur place. Oui, il était vraiment au-dessus du lot. Il a démarré sur le gros plateau et personne n'a rien pu faire. Je crois qu'il a voulu assommer ses adversaires aujourd'hui sur le point de vue psychologique. Et bon, je crois que pour lui, à mon avis, le tour c'est gagné. Hein, à moins d'une grosse défaillance demain, mais je pense pas, hein, parce qu'il est vraiment au-dessus de tout le monde. On peut essayer de voir un Miguel réagir aujourd'hui, mais je crois il subit la course, comme la plupart des autres, comme Olano, Rominger, Berzin. Donc on verra ça ce soir, les écarts, et à mon avis demain on va essayer de toter 9 aussi, mais ça va être difficile. Pourquoi pas essayer de jouer le podium? On a encore une chose avec Richard, c'est ce qu'on va se limiter et on verra ça demain. Sur un plan personnel, vous faites un super Tour de France. Ah oui, je crois que je suis vraiment heureux cette année, je suis dans le coup depuis le début. J'ai une super condition, en plus on a une bonne équipe, un gros moral et on marche très bien, on saute très bien avec Richard et je crois que cette cohésion peut faire des ravages demain dans la grande étape. Et en plus, il y a quelqu'un de super chez Festina parce qu'au fur et à mesure où il parle, vous l'avez vu, on le recouvre complètement de pub, comme si on n'avait pas vu que son sponsor c'était un marchand de montres. Mais bon, ok, allez, on va féliciter l'assistant, il fait bien son boulot finalement. Hein. Ok, j'ai eu peur que ça continue, puis après qu'il lui mette un bandeau, un masque, un truc. Jean-René Godard. Merci Richard. Si vous voulez regagner la vallée, parce que c'est vrai que vous habitez à Lourdes, hein, puis il faut que vous récupériez. Non? Non, vous habitez pas. J'habite Carqueran, donc je peux rentrer à la maison. C'est une plaisanterie. Oui, on était à Lourdes et donc on a chaussé les skis pour redescendre. Pour redescendre. Merci Richard. Jean-René Godard. Vous avez bien raison. J'espère qu'il y a une partie des applaudissements qui vont aussi à Jean-René Godard. Jean-René, 16h31 dans la montée tout à l'heure. C'est vous, je crois, qui avez le premier lancé l'appel, repris ensuite et expliqué par Bernard Thévenet, Patrick Chêne. Indurain qui craque. Indurain qui a un énorme passage à vide, comme il avait eu dans la montée des Arcs. Oui, effectivement, et je dois dire qu'à ce moment-là, l'autre jour, dans la montée des Arcs, on s'était rendu compte qu'il y avait ce phénomène de déshydratation. Nous venions de connaître 9 journées dans l'humidité, dans le froid. Il y avait une explication qui était presque médicale. Je veux dire, bon, il manquait, il était déshydraté et il a craqué. Je crois qu'aujourd'hui, dans la montée de Hautacam, nous avons assisté à autre chose. Nous avons assisté à la passation définitive de pouvoir. Parce que dans la vallée, et c'est là que Miguel Indurain est un Espagnol à Navarre orgueilleux, et c'est en ça que c'est un garçon admirable, parce que dans la vallée, il a fait rouler son équipe. Quand on s'est retrouvé au pied d'Hautacam, il a voulu rouler, imposer son rythme. Il a voulu faire Miguel Indurain comme d'habitude.
Mais aujourd'hui, il ne pouvait pas faire comme d'habitude. Il n'y avait pas de fringale, il n'y avait pas de déshydratation, il y avait simplement un Miguel Indurain qui était aujourd'hui un ton en dessous et qui a dû sportivement sur le terrain, sans rien rechercher, sans qu'on trouve aucune explication, qui a dû accepter la loi du sport, la supériorité de ses rivaux. Je crois que pour nous qui avons eu la chance depuis les années 80 de suivre l'ensemble de la carrière de Miguel Indurain, de le voir progresser dans un premier temps dans l'ombre de Pedro Delgado, avant de devenir à partir de 1991 le maître du Tour de France, mais aussi du Tour d'Italie, des grandes courses par étapes. Je crois qu'il y a eu pour nous qui en avons été les témoins, qui l'avons raconté, un vrai moment d'émotion. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'une page s'est tournée, que Merckx, Cantil, Kino, Indurain auront tous gagné 5 Tours de France. Je ne vois pas très sincèrement comment Miguel maintenant pourrait réussir à gagner un 6e tour. Vous ne le voyez pas récupérer d'ici demain? Écoutez, peut-être et faire un numéro pour arriver chez lui à Pampelune. Oh, peut-être fera-t-il un numéro, peut-être gagnera-t-il l'étape, mais il ne gagnera pas le Tour de France. Je crois que ce soir on peut le dire, et on peut le dire autant en le constatant brutalement, parce que c'est notre métier, nous sommes témoins, mais aussi peut-être avec une forme de respect, parce que ce garçon, depuis 1991, a été dans les courses par étapes, je dis bien dans les courses par étapes, tout à fait exceptionnel. Il a été le maître du peloton, et aujourd'hui, la page s'est tournée. C'est la première chose qui m'a impressionné aujourd'hui. La deuxième chose qui m'a impressionné, c'est en fonction de l'avenir, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine jusqu'à l'an 2000. C'est le rôle que joueront exactement Olano et Berzin dans le Tour de France et dans les grandes courses par étapes. Je crois que nous avons la confirmation définitive aujourd'hui des limites quand on se trouve peut-être pas dans des courses où il y aura l'enchaînement de 5-6 cols, mais quand on se trouve comme ça dans des courses de côte extrêmement violentes, on roule à 60 km/h en bas, Olano, Berzin sont là, on arrive au pied de la montée, ils sont là, mais quand il faut enchaîner l'effort, l'effort de grimpeur spécifique, ils n'y arrivent pas. Et passer la vitesse supérieure, mettre le turbo. Voilà, là ils n'y arrivent pas. Alors ils n'ont que 26 ans l'un et l'autre. À 26 ans, Miguel Indurain n'avait pas encore gagné son premier Tour de France. Donc il faut être prudent, mais on peut ce soir se poser la question de la manière dont Olano, Berzin vont devoir évoluer dans leur tête, dans leur préparation, pour espérer gagner le Tour de France dans les années qui viennent. Et on peut ajouter un troisième qui n'est pas là aujourd'hui, mais auquel on pense, car il a autant de moyens qu'eux, c'est bien sûr Laurent Jalabert. Je crois que c'est une page qui s'est tournée aujourd'hui. Indurain, Rhys qui est intermédiaire, qui a 32 ans, Olano, Berzin et Laurent qui nous regarde probablement et qui doit déjà penser à 97. Merci Jean-René. Thierry Adam, vous êtes avec l'un des animateurs de la journée, Laurent Roux. C'est bien ça Thierry? Comme d'habitude ou presque tous les jours avec Laurent Roux sur la ligne d'arrivée, puisqu'il a été l'animateur du jour. Il a fait de longues minutes et de longues heures tout seul dans cette étape vers Lourdes-Otakam. C'était quoi l'objectif, Laurent, aujourd'hui? Essayer de vous montrer, essayer d'aller jusqu'au bout tout seul? Non, me montrer, je pense que depuis le début du tour, ça a déjà été fait. C'était pas le but. Ce matin, je ne savais pas trop quoi faire. Je ne savais pas si je devais rester tranquille toute la journée à cause de la grande étape de demain, ou si je devais me battre pour être dans les échappées. Puis, comme d'habitude, ça m'a démangé, je n'ai pas pu me retenir. Et quand Pascal Richard a attaqué, il y avait déjà un moment que ça faisait la bataille. Et tout le monde criait « Stop, stop !» Et Richard attaque. Et j'ai dit « Il faut aller avec, ça va sortir ». Puis effectivement, ça a sorti, mais on a eu pris 7 minutes et de suite, on nous a dit que les Polti, les Carrera avaient mis en route. Et à partir de là, Pascal Richard a dit non, c'est fini, moi, je ne roule plus, je suis mort, il y a demain. Alors je ne savais plus quoi faire parce qu'amener Pascal Richard au pied, on ne sait jamais. Alors mon directeur sportif m'a demandé d'attaquer. Je savais que je connaissais très bien le final. Et moi, j'aurais préféré attaquer seulement dans la côte que moi j'appelle la côte de l'Ocrupe, juste avant, disons, avant Lourdes. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Et il m'a dit, de toute façon, tu rouleras aussi bien tout seul. C'est pourquoi j'ai attaqué. Vous n'auriez pas dû attendre un petit peu l'Italien qui était juste derrière vous, là, quand vous êtes parti? Le directeur, il est monté, il m'a dit, il a 20 secondes, tu fais comme tu veux, soit tu l'attends ou tu continues tout seul. J'ai dit, de toute façon, je ne vais pas me mettre à bloc. S'il est fort, il va rentrer sur moi et on roulera. Si je l'attends, j'ai dit, ça va changer quoi? On va rouler à deux, puis on arrivera au pied tous les deux, ça ne changera pas grand-chose. Alors j'ai dit, je préfère continuer à ma main. S'il rentre, il rentre. S'il rentre pas, tant pis. Vous y avez cru un moment, non? Disons que tant qu'il y avait 3 minutes, je me suis dit, ça dépend comment à l'arrière ça va se passer. J'ai dit, s'il temporise, sachant que j'ai fait beaucoup devant, que j'arrive au pied à 3 minutes, je connais très bien la montée d'Otakam, je m'y entraîne assez souvent. J'ai dit, c'est peut-être possible, mais le problème, c'est la route de Lourdes pour venir au pied d'Otakam est très dur tout seul. Et puis vous avez vu passer un TGV quand vous êtes monté sur Otakam qui s'appelait Björn Rhys. Oui, j'ai pas très bien compris parce que
La dernière fois que j'ai monté au Takam, je m'étais un peu testé dedans. Et j'ai gardé grand plateau dans la première partie. J'ai dit, je ne dois pas monter trop mal. Quand ils m'ont doublé, j'ai dit, ouais, j'arrête tout. J'ai mis petit plateau, je suis monté à ma main. Voilà, Thierry Adam, donc, enfin Laurent Roux plutôt, au micro de Thierry Adam. Alors tout à l'heure, on voyait dans l'image cette échappée qui a été assez longue et qui a eu jusqu'à 7 minutes 30 en gros d'avance. Laurent Roux donc, Piccoli qui est avec nous, Mariano Piccoli, et puis Pascal Richard. Mariano, pendant très longtemps, vous avez bien collaboré tous les trois ensemble. Vous comprenez hein, l'italien, Mariano. Mais de toute façon, j'ai Bruno Boscardine qui rêvait de devenir interprète sur le Tour de France. N'est-ce pas, Bruno? Et vous allez m'aider, s'il vous plaît. Prenez, Bruno, prenez l'autre micro. Voilà, la question, donc, c'est la collaboration. Ça a bien marché pendant pas mal de kilomètres. Ma all'inizio abbiamo collaborato tutti assieme, poi Richard non stava molto bene e non collaborava più. Poi, dopo un po' che non tirava, è partito Roux da solo e ci ha lasciati uno per angolo. Il a dit que bon, au début ça collaborait bien et par la suite Pascal Richard voulait plus, comme il n'était pas trop bien, il voulait plus tirer et c'est à ce moment-là que Roux a attaqué. Vous connaissiez évidemment le parcours de l'étape. Vous pensiez que c'était possible d'aller jusqu'au bout, Mariano? Ma io sono rimasto davanti che pensavo in qualche fuga. E siamo andati via, però il gruppo non ci ha mai dato tanto spazio e purtroppo quando abbiamo visto che ci tenevano sempre a 4-5 minuti non eravamo proprio decisi. Il a insisté devant au début parce qu'ils ont pris 5 minutes, mais par la suite quand ils ont vu que les trois équipes ont mis en route derrière, ils ont plus pensé à la victoire. Vous avez encore perdu un équipier aujourd'hui de la Breccialat. Il y a encore un ami qui s'est arrêté sur le bord de la route. Vous êtes combien maintenant dans l'équipe? 2 ou 3? 3. Vous restez 3. C'est terrible, non? Pour l'ambiance, ça doit être épouvantable. Speriamo di arrivare a Parigi perlomeno in 3, portare la macchina a Parigi. Oui, ils espèrent arriver à Paris à 3. Comme ça, ce sera quand même une fête pour eux d'arriver à 3. Mariano, il y a une très grande différence entre le meilleur grimpeur du Tour de France, de Richard Virenque, et le meilleur grimpeur du Tour d'Italie, ce que vous avez été pendant 2 années de suite. Il y a vraiment, ce sont deux courses différentes. C'est, on peut dire, c'est en football le championnat d'Italie et le championnat d'Europe. Ma in Italia ci sono molte salite anche all'inizio giro, qua invece ci sono tanti gran premi di quarta categoria. E niente, io sono venuto qua più che altro il primo tour per fare esperienza. Peccato per la tappa che sono arrivato quinto e adesso riproveremo più avanti. Sicuramente Virenque sta andando fortissimo in salita e si merita questa maglia. Oui, il dit qu'au Tour d'Italie, il y a beaucoup plus de montagnes au début de tour. Donc c'est peut-être plus facile pour lui de faire la montagne. Mais il était venu sur le Tour comme expérience et pour essayer de faire une étape. Et l'étape de demain, vous la connaissez? Celle qui sans doute sera la plus difficile de tout ce Tour de France 96, avec l'enchaînement des cols? No, non la conosco perché è il primo tour che faccio e sicuramente sarà una tappa durissima, cercherò di stare davanti anche domani e cercare di arrivo in tempo massimo. Oui, il ne connaît pas du tout l'étape de demain, comme c'est son premier tour, mais il va essayer de rester devant pour arriver dans les délais à Pampelune. Très bien, merci Mariano, et n'hésitez pas à prendre un petit café tous les matins, vous venez au Village Départ sur notre stand, vous savez que nos hôtesses sont particulièrement accueillantes. Merci beaucoup. Thierry Bourguignon, vous êtes au micro de Thierry Adam. Avec Thierry Bourguignon qui n'est pas forcément sur son terrain de prédilection mais qui finit à moins de 7 minutes. Sur un plan personnel, c'est une satisfaction parce que le vainqueur de l'étape, c'est un grand monsieur du Tour 96, c'est Björn Riis. Oui, j'ai entendu en montant le dernier kilomètre qu'il venait de gagner. Il est imbattable. Il est imbattable cette année et je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. C'est une surprise pour vous parce que vous l'avez connu à un moment où il était coéquipier de Laurent Fignon, il grimpait pas trop et là c'est vraiment, il a pris une dimension internationale et une dimension d'un grand coureur. Disons qu'il a toujours été quand même un super équipier et le super équipier, un jour on lui a donné la possibilité de passer de l'autre côté et il a prouvé qu'il avait vraiment sa place où il est. Sur un plan personnel, vous faites une belle étape encore aujourd'hui? Personnel, j'ai souffert de la chaleur toute la journée. Mais bon, je me suis à peu près bien placé au pied. Et puis, je ne peux pas monter les bosses rapidement au pied, donc j'ai laissé partir.
j'ai monté à mon train, j'ai pris un petit groupe, je suis passé de groupe en groupe. Et puis après j'ai fini tout seul. Là, oui, c'est vrai que je suis satisfait de ma petite performance. On verra ça ce soir avec la formidable Anne Gouraud qui était ce matin au petit déjeuner chez Aubervilliers. Vous êtes plus que 3, mais c'est sympa. Oui, non, mais c'est pas le nombre qui fait. Si, de toute façon, à 9, on se fendait bien la gueule, comme on dit. Non, il y avait une super ambiance. C'était une super équipe. Bon, ben, à 3, on a gardé ce noyau quand même pur et dur. Et on va s'accrocher jusqu'à Paris. Mais on ne sait jamais. Bon, il y a encore demain qui fait peur à tout le monde. Je crois que après la leçon que Rhys a infligée à tout le monde aujourd'hui, je crois que les mecs vont se tenir peinards quand même. Voilà. Toujours le même vocabulaire et la même franchise, la même sincérité et la même personnalité de Thierry Bourguignon. C'est un grand plaisir. Stéphane Roche nous a rejoint. Tiens, d'ailleurs, un jour, hein, faut qu'on parle, Stéphane, hein, pour que vous nous donniez un peu le commentaire sur votre tour 96, hein, dans les 2 jours qui viennent. Merci. Bruno Boscardine, on entendait Thierry Bourguignon dire qu'il avait peur de l'étape de demain. Est-ce que vous en avez peur aussi? J'en ai peur un peu, mais vu que la condition est bonne, je me fais pas trop de soucis pour prendre le bon groupe et tout. Alors, une vraie course d'équipe Festina. Bruno Roussel derrière, on connaît très fin tacticien. Aujourd'hui, vous aviez décidé d'attaquer de toute façon. Hein. D'attaquer et de... Pardon Bruno, pardon, excusez-moi. En direct, Bjarne Riis est en train de sortir du contrôle antidopage. C'est ça, Thierry? Oui, absolument. Bjarne Riis est avec nous, avec le sourire évidemment. Grand moment d'histoire aujourd'hui. Est-ce que c'est votre plus belle victoire? Oui, je crois. Ça, c'est... Aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle journée de ma carrière, c'est vrai. Vous avez passé tous vos adversaires en revue, un par un, et puis ensuite vous êtes remonté, vous avez accéléré. Oui, je vais descendu un peu pour voir comment ils sont, pour voir les visages des autres coureurs. J'ai vu beaucoup de coureurs pratiquement marqués, oui, en bloc, comment dire. Et bon, j'ai attaqué 2-3 fois, pas au 100%, mais juste pour mettre tout le monde dans le rouge. Et je pense que j'ai réussi. Après, j'ai essayé. Quel braquet vous aviez? Moi, aujourd'hui, j'avais 53, 41 et 13 jusqu'à 23. Qu'est-ce que vous avez utilisé dans la montée, le grand plateau, avec quel braquet derrière? Moi, je montais un peu avec les petits plateaux, quelquefois avec grand plateau. Oui. Démonstration de puissance. Bjarne, vous avez gagné le tour aujourd'hui? Quand j'arrive à Paris, toujours en maillot jaune, peut-être j'ai gagné le tour. J'ai un bon ami qui a perdu sur les Champs-Élysées une fois. Je ne vais pas dire que je vais gagner encore. Ouais, c'est son copain Laurent Mais je vais Fignon. faire un bon travail aujourd'hui pour ça. Bon, mais bravo, merci encore pour votre gentillesse. Bonsoir, Bjarne. C'est vrai qu'en plus, il est extrêmement disponible depuis le début. Alors Bruno, pardon, je disais course d'équipe pour les Festina. Et Bruno Roussel, vous aviez dit ce matin au départ ou au briefing hier soir, aujourd'hui ça va attaquer pour travailler pour Richard? Depuis 4-5 jours, on se glisse dans toutes les échappées. Et aujourd'hui, ça n'a pas manqué. Il y a juste eu les 3 qu'on réussi à filer. Et donc derrière, on s'est mis d'accord avec les Carrera et Polti pour limiter l'écart et arriver au pied de d'Otakam groupé. Et en ayant fait un train quand même rapide pour essayer d'épuiser un peu quand même les coureurs. C'est super quand même d'avoir devant aujourd'hui Laurent Brochard qui est particulièrement bien, qui a récupéré de ses chutes, et Dufaux et Richard Virenque. Au début du tour, on disait les Once, extraordinaire équipe. Mais finalement, il y en a d'autres. Les Télécoms se révèlent et vous aussi, les Festina. Disons, on ne parlait pas de nous, tant mieux, disons. Et c'est peut-être... Pour le public, c'est peut-être une surprise de voir les Festina, mais pour nous, ça ne nous étonne pas du tout. Donc, on a une équipe très forte et on vise encore, on a une possibilité de faire un bon classement par équipe. Donc, aujourd'hui, c'est super d'avoir eu Brochard encore dans les 10. Riis était devant, on voit quelques images là de la montée sur Otakam. Il y avait ensemble Virenque et Dufaux, Quel pourrait être à vous votre rôle maintenant dans l'étape de demain et dans ce qui va se passer, Bruno? Demain, ça risque d'être difficile. Mon rôle, c'est d'arriver à Pamplune sans trop de dégâts et de récupérer justement si Richard fait le podium ou éventuellement le maillot, on ne sait jamais, on y croit toujours.
d'être encore frais pour les 3 jours qui restent jusqu'à Paris. Merci Bruno, merci d'avoir été avec nous et on vous suivra demain. J'espère que vous n'arriverez pas trop tard. Si vous êtes dans l'autobus, on vous attend, d'accord, à Pampelune. Merci. Jean-Paul Olivier, pour parler un petit peu du passé et pour parler de l'avenir, Bertrand de Galais pour la Française des Jeux. Jean-Paul, le passé d'abord, Lourdes, les arrivées à Lourdes. Vous en avez choisi une, vous, Polo La Science, qui connaissez tout sur le vélo. C'était en 1948, c'est ça? Oui, c'est-à-dire j'ai choisi la première, en fait, la première arrivée à Lourdes. Et la victoire est revenue à Gino Bartali. Gino Bartali, qu'on appelait Gino le Pieux, parce qu'il était très catholique, et qui se déplaçait dans les moments difficiles, je veux dire dans les étapes sélectives, avec son confesseur qui s'appelait Don Bruno. Nous allons du reste le voir triompher à Lourdes ici à la première arrivée. Il avait gagné devant Jean Robic. Jean Robic qui était vraiment à la limite de l'apostasie. Il était très très mécontent d'avoir perdu cette étape. Vous voyez, Robic en deuxième position. Alors il y avait eu une messe le lendemain matin, donc à Lourdes, sur l'esplanade. Vous voyez, Louison Bobet est félicité ici par Monseigneur Théas, qui était une sommité religieuse de l'époque, l'évêque de Lourdes et de Tarbes, dont une rue de Lourdes porte le nom précisément. Et il y avait eu cette messe, et à un certain moment, Monseigneur Théas avait dit « Dans la vie, il faut s'élever, toujours s'élever et encore s'élever ». Et Raoul Rémy, le Marseillais, avait touché l'épaule d'Apollon Lazaridas, lui avait dit « Tu vois, c'est écœurant, même dans la religion, il n'y en a que pour les grimpeurs ». Merci Jean-Paul Olivier. Bertrand de Galais, merci de nous avoir rejoints. On a présenté il y a quelques jours Cyril Guimard et les dirigeants de Cofidis, saluant une nouvelle équipe française. Je suis content de savoir que le vélo se porte bien et que vous allez maintenant adresser votre confiance totale à Marc Madiot pour qu'il monte une équipe pour l'année prochaine. Oui, tout à fait, une confiance d'autant plus grande que vous savez qu'on avait essayé l'année dernière de monter une équipe, que nous n'avons pas eu au dernier moment l'autorisation de pouvoir concrétiser, mais que l'équipe était constituée. Et vous savez quel en était le leader, c'était Bjarne-Riis. Bon, donc je n'ai pas de regrets, mais j'ai beaucoup de confiance pour l'avenir et beaucoup de confiance dans l'intuition de Marc Madiot pour constituer cette équipe. Alors les questions techniques maintenant, est-ce que ça portera le nom de Française des Jeux ou est-ce que vous lui donnerez des noms de jeux? Est-ce qu'éventuellement ça pourrait changer dans le courant de l'année? Nous sommes en train d'y réfléchir. L'état de nos réflexions aujourd'hui, c'est plutôt une équipe de la Française des Jeux et nous sommes en train de préparer la présentation du maillot notamment et vraisemblablement nous programmerons des possibilités de variantes en cours de saison, compatibles bien entendu avec la réglementation mais s'adaptant à nos activités commerciales et aux différents jeux. C'était votre autorité de tutelle qui l'année dernière avait fait marche arrière. Cette fois, toutes les précautions sont prises. L'équipe aura bien le feu vert pour commencer l'année prochaine. Tout à fait. Si nous avons donné publiquement l'information que nous nous engagions dans le cyclisme à partir de la saison prochaine, c'est bien parce que nous avions toutes les autorisations nécessaires. Autour de Marc Madiot, il y a d'autres noms de professionnels déjà qui sont sur la liste? Je pense qu'il y aura son frère, de toute façon, et puis sans doute Alain Galopin qui travaillera aussi dans l'équipe. Et est-ce que le budget peut être révélé? Pour Cofidis, on a parlé d'un budget aux alentours de 30 millions de francs. Oui, c'est la même chose pour la Française des Jeux. Oui. C'est donc une volonté, un objectif d'être parmi les meilleures équipes du monde. Tout à fait, je crois que la Française des Jeux ne peut pas se permettre d'avoir une équipe qui n'ait pas l'ambition d'être présente activement dans les pelotons et de jouer un rôle dans les courses. Merci d'avoir été avec nous. On vous suivra avec très grand plaisir parce qu'à chaque fois qu'une équipe se constitue, c'est de toute façon bon pour le vélo. Merci Bertrand de Galais et bravo à la Française des Jeux. Un mot de conclusion, Jean-Louis Schlesser, avant que vous ne geliez sur place ici à Hautacam. La conclusion, c'est que je trouve qu'il y a une communication entre les coureurs et les spectateurs absolument extraordinaire. On voit des gens au bord de la piste heureux et je crois que sportivement, vous avez le football qui est en avant, mais je crois que le vélo, j'ai rencontré aujourd'hui, je ne sais pas, sur 500 000 spectateurs, en partant d'Agen au Hautacam. Je veux dire, c'est quelque chose de fabuleux. C'est impressionnant. Et voilà, et puis les spectateurs ont la chance de pouvoir toucher les compétiteurs, de leur envoyer de l'eau, de leur donner des musettes. Et ce qui m'a aussi touché, c'est le geste qu'a eu Virenque après 4-5 km dans la côte. Il avait une bouteille d'eau d'un spectateur, il a bu et il en a donné à son coéquipier. J'ai trouvé ça assez sympa. Bon, et si Pascal Gervais, on peut faire un plan large sur cette tribune des invités aujourd'hui. Regardez comme c'est beau. Champion du monde d'endurance, on a eu un champion du monde de vélo avec Stéphane Roche, irlandais. Stéphane, vous reviendrez, ne serait dès demain si vous voulez, pour qu'on analyse l'étape ensemble. Et puis Philippe Sella, qui nous quitte pour l'Angleterre, qui quitte Agen, qui emmène un boyau d'ailleurs. Vous allez faire du vélo là-bas en Angleterre, Philippe ?
Je le ramène à Agen, ce boyau, mais je vais attaquer le vélo dès que je vais terminer donc, tous les matchs de rugby, les entraînements. Parce que malgré tout, quand on fait du rugby, on fait des footings et on se fait des micro-automatismes. Avec le vélo, et pour toute la suite, à la fin de carrière, c'est très intéressant. Donc je commence avec un boyau, puis j'espère avoir un cadre très bientôt. Bon, ça, je pense que dans le peloton, il y a beaucoup de champions qui voudraient vous l'offrir, qui seraient très honorés que vous rouliez sur leur machine. On se retrouve à partir de 20h30 pour tout le sport et le journal du Tour, avec toutes les principales infos de la journée, les plus grandes images et ce coup de tonnerre de Rhys qui, comme un boxeur, a punché tout le monde aujourd'hui et a pris définitivement le pouvoir. Il le pense, c'est lui qui l'a dit dans ce Tour 1996. A tout à l'heure, merci de votre fidélité. Sport de Troyes vous a présenté Vélo Club avec le PMU, partenaire officiel du maillot vert, le maillot vert sprint et gagne. Et les supermarchés Champions, partenaires du maillot du meilleur grimpeur. Difficile de battre un champion.